Oh, c'est Ulrike Reisner. Pour une fois, il fait plus beau à Paris qu'à Vienne. C'est ça. Il paraît que vous avez un gouvernement. Ah oui, Comment ça finalement, se fait? Qu'est-ce qui vous finalement, est arrivé? hurrah, hurrah, c'est ça C'est quel exactement. gouvernement alors que vous avez dit? Nous 3 mots sur le gouvernement autrichien. Mhm. Alors c'est 5 mois maintenant, mais hier on a proclamé qu'il y avait quelque chose comme un gouvernement, c'est-à-dire une coalition entre trois partis. Ce sont les conservateurs avec le chancelier, c'est le social-démocrate et c'est un parti libertarien, c'est le NEOS. Parce que c'était plus raisonnable de faire avec le NEOS parce que les deux partis, les conservateurs et les sociodémocrates, ils ont dans le Conseil national, je pense, seulement un mandat pour la majorité. Alors c'était un peu faible, mais comme j'écris hier au courrier, je suis tout à fait d'avis que c'est une coalition des perdants. Et on a proclamé hier, on a publié hier le programme, mais c'est presque ridicule parce que ils ont décidé de faire une nombreuse de choses, c'est-à-dire ça se lit comme je ne sais pas, moi je veux ça et l'autre veut ça et ça fait pas de sens du tout. C'est-à-dire Il n'y a pas de cohérence. non, pas du tout, pas du tout. Alors, mais pour l'Autriche, c'est pas grave parce que hier on avait le bal à l'opéra et tout c'est bien aujourd'hui. c'est c'est tout à fait la même chose en Autriche. On a un bal, quelque chose comme ça. Ah, on va voir. C'est peut-être chez nous c'est un peu Balkan, c'est-à-dire un peu comme ci comme ça. Mais si on parle sérieusement, moi, je pense que ça va donner des grands problèmes en Autriche dans les mois, dans les années qui viennent, parce que avec l'économie, on est tout à fait dépendant de l'Allemagne. Et si tu regardes ce qui se passe en ce moment en Allemagne, on voit que là aussi, il est tout à fait très très difficile de former une coalition. Il y a une crise politique générale, en Europe. Est-ce que tu peux nous dire 3 mots du programme de ce parti libertarien NEOS en Autriche? Hum, Alors, ce parti, il faut expliquer ça. Ce parti a un grand sponsor, c'est-à-dire c'est Monsieur Haselsteiner qui était le chef de l'entreprise de construction Strabag. C'est-à-dire c'est une grande entreprise de construction qui avait aussi fait des affaires avec la Russie, qui a aussi fait des choses partout, c'est-à-dire il y a un sponsor en arrière. Il faut toujours avoir ça dans la tête. Mais en tout cas, il y a des éléments libertariens en ce qui concerne l'économie, mais d'autre part, ce parti est tout à fait pro-l'OTAN, pro l'Amérique. J'ai écrit aussi dans mon papier de hier que la présidente de ce parti, Beate Meindl-Reising, elle va devenir ministre pour les affaires étrangères en Autriche. Je pense qu'elle va être ministre des Affaires étrangères, mais elle a aussi participé en 2021 aux rencontres aux États-Unis de Bilderberg. C'est-à-dire, c'est pour illustrer un peu, ce sont des fonctionnaires qui sont pro-Europe, pro-l'OTAN, pro-Amérique, et il voulait absolument participer à la coalition. C'est pour ça il y avait des compromis partout. Et je vois pas les grandes lignes, les grandes mesures
d'un point de vue libertarien. D'accord. Donc c'est un peu, comme on disait à une époque, un Canada Dry, un parti destiné à capter une partie de l'électorat du FPE dont on va parler, mais qui permet de rester dans le bloc occidental. C'est la peur d'avoir des libertariens indépendants comme nous le sommes au Courrier. J'en profite pour faire un peu de publicité pour dire que ceux qui vont regarder cet entretien peuvent retrouver Ulrike Reichner 3 fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine, dans les colonnes du Courrier des stratèges, dans son journal des Habsbourg, où elle nous tient informés de l'actualité politique de la partie germanophone de l'Europe. On rappelle, j'en profite pour le dire, que le Courrier des stratèges, c'est marginalement une chaîne YouTube et essentiellement un site d'information en ligne qui publie en moyenne une dizaine d'articles par jour avec des points de vue libertariens, souvent contrariens, et notre libertarisme à nous n'est pas un alignement sur les positions américaines, c'est l'idée que nous pouvons nous en sortir par nous-mêmes en Europe avec des sociétés fondées sur l'initiative individuelle et non la verticalité des grands systèmes collectifs qu'on connaît notamment sous l'égide de l'Union européenne. C'est pour ça que nous sommes régulièrement, en tout cas moi je le suis, mais je sais qu'Ulrike n'est pas très loin de ses positions, nous sommes globalement pour la fin de ce grand système soviétique qui est l'Union européenne et pour le retour à la souveraineté de chaque nation à travers l'émergence de ses talents individuels. Voilà, celle-là, elle est faite. Donc, vous pouvez vous abonner au Courrier des Stratèges, lecourrierdesstratèges.fr, si vous découvrez ce journal aujourd'hui. Mais je voulais te poser cette question essentielle, puisque en fait, c'est le deuxième parti en Autriche, si mes souvenirs sont bons, qui est le FPE, le Parti des libertés autrichiennes, qui devrait en principe participer à la coalition gouvernementale, qui en est écarté au profit d'une alliance bancale, comme tu as dit, avec un programme qui n'en est pas un. Et en même temps, tous ces partis, on va qualifier ça d'extrême droite, mais l'expression est très impropre et très inadaptée, se rassemblent en Europe, et on voit que, par exemple, le Rassemblement national en France est très courtisé en ce moment, sollicité par le Likoud israélien. Ces partis font partie d'une alliance européenne que le Likoud a rejointe. Le Likoud courtise le Rassemblement national, courtise Jordan Bardella, mais le Likoud refuse de parler au FPE, au parti autrichien qui est membre de cette alliance alors je ne sais pas comment on peut les appeler, des patriotes en Europe, je crois que ça s'appelle. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le Likoud, donc le parti patriote de Netanyahou en Israël, aime bien le Rassemblement national, alors qu'à une époque, Jean-Marie Le Pen, qui a créé le Rassemblement national, ça s'appelait le Front national, était considéré comme un monstre antisémite. Le Likoud aujourd'hui courtise Jordan Bardella, courtise le Rassemblement national et boycotte, bannit le FPE autrichien. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors, je commence au début, c'est-à-dire le FPE a rassemblé pendant les élections, oh mon Dieu, bonjour. Ne jamais parler le français avant 11 heures le matin. Ah, non, un peu de schnapps au petit déjeuner, ça va t'aider. Non, pendant les élections, le FPE était au premier poste, c'est-à-dire en ce moment, c'est le parti le plus grand en Autriche. Pour commencer par là, avec le Likoud et cette histoire de partenariat entre le Likoud et ses partis au Parlement européen, c'est une histoire très intéressante, mais il faut expliquer lentement aux spectateurs parce que c'est une chose typique pour l'Autriche et pour l'Allemagne. Pour commencer, comme tu as dit, il y a au Parlement européen plusieurs cercles, c'est-à-dire ce qu'on appelle les partis de droite. Il y a le Rassemblement, il y a les conservateurs et réformistes. C'est le cercle où se trouve le PiS de la Pologne et le parti de Giorgia Meloni.
et il y a ces patriotes. Les patriotes, ce sont le FPÖ d'Autriche, c'est le Fidesz de Viktor Orban en Hongrie, et c'est le parti de Geert Wilders aux Néerlande. Geert Wilders. Geert Wilders. Tu prononces ça Et comme c'était intéressant. Hein? C'est Geert Wilders. Geert En Wilders. fait, c'est Gérard Wilders aux Pays-Bas. D'accord. Et il y avait ce rassemblement à Madrid il y a quelques jours, et il y avait cette décision d'accepter que le Likoud, c'est le parti ultra nationaliste de Netanyahou, suprémaciste, on peut dire. oui, devient quelque chose comme un observateur des patriotes, c'est-à-dire ils font pas partie, mais ils sont invités, on peut discuter, etc., etc. Et bien sûr, il y avait cette question parce que le représentant de la FPÖ au Parlement européen, Wilimski, il a dit c'est bien, et il a fait une grande publicité. Et après ça, le Likoud a dit non, avec le FPÖ c'est pas assez simple parce que ils se sont pas assez distancés du national-socialisme. Et c'est le point où les choses deviennent très intéressantes parce que tu peux seulement comprendre toute cette affaire si tu comprends ce qui se passe en Autriche, par exemple. Parce que le problème en Autriche et en Allemagne, c'est le passé, c'est l'histoire. C'est notre histoire avec le monde juif. Je sais qu'en France, on fait plus de des différences, mais chez nous, on dit ce sont les juifs. Hein? Et c'est pour ça que chez nous, il y a toujours Explique-moi, parce que je n'ai pas compris ton raisonnement. Explique-moi ce que ça veut dire. En France, on ne fait plus de différence, mais chez nous, ce sont les Juifs. Que veut dire cette phrase que je comprends? Cette phrase veut dire que je suis tout à fait très souvent étonnée quand je lis des articles, par exemple, que non seulement les auteurs, mais aussi les lecteurs, par exemple, ils font très précisément des distinctions entre, par exemple, ce qu'on appelle le sionisme et toutes les autres choses. Ce que je voulais dire que en France, tu veux dire, ou en Allemagne, ou en Autriche? En France. Tu veux dire que nous, on en parle? Oui, c'est ça. Et chez nous, il n'y a pas cette distinction. Il y a un tabou. Je ne sais pas si c'est un tabou, mais il faut expliquer parce que si je parle avec toi et si je parle des Juifs, c'est pas parce que moi je veux pas distinguer, c'est parce que chez nous on fait pas des distinctions comme ça. C'est pas le débat au public. Tu comprends ce que je veux dire? En France, non plus. En France, alors c'est plutôt aujourd'hui, d'ailleurs, paradoxalement, la communauté juive qui a banalisé cette distinction. C'est-à-dire moi, quand j'étais petit, finalement, ça ne se faisait pas. Mais il y a probablement en France une montée très forte du communautarisme juif. Et ce sont les juifs eux-mêmes qui se désignent souvent comme juifs, ou qui en tout cas soulignent leur proximité avec Israël et dénoncent très volontiers l'antisémitisme des autres. Et donc tout ça contribue au fond à banaliser le fait qu'en France on le nomme probablement plus, on en parle plus facilement que dans des pays qui se sentent héritiers ou à l'origine de la Shoah ou de l'Holocauste. Oui, absolument. Mais il faut toujours intégrer ce fait si on veut comprendre ce qui se passe en Autriche et en Allemagne. Alors, je vais donner un exemple pour le FPÖ et pour le problème du parti FPÖ en ce qui concerne le rapprochement avec le Shoah, le Holocauste, etc. Alors, parce que c'est ce qu'on dit chez le Likoud, le FPÖ, c'est pas assez, comment dire, pas
pas intégré, mais surtout, c'est cette approche que le FPÖ ne se distance pas assez du national-socialisme. D'autre part, si tu vis en Autriche, si tu observes la situation là, je te donne un exemple. J'ai expliqué que le FPÖ était le premier parti pendant les législatives. Tu vois, le FPÖ a le premier président de l'Assemblée nationale, c'est M. Rosenkranz. Et il y avait cette situation en novembre, parce qu'en novembre, il y avait ce jour de pogrom. Et le premier président de l'Assemblée nationale en Autriche voulait déposer un gerbe pour les victimes des Shoah de Holocauste. Et c'était la communauté culturelle des Juifs en Autriche qui a préventé ça. Hein. Ils ont préventé ça, ils ont décidé de faire une grande chose. Ils ont évité que le président de l'Assemblée nationale, qui est parti qui est membre du parti FPÖ, fasse ou dépose ce gerbe. Et pour quelles raisons ils ont donné à ce refus? Parce que c'est pas, c'est très essentiel pour la logique politique dans les pays germanophones. Parce que dans les pays germanophones, en Allemagne et en Autriche, la communauté culturelle des Juifs a beaucoup de désavantages, c'est-à-dire non seulement en ce qui concerne la politique, mais aussi il y a des avantages culturels, il y a des avantages en ce qui concerne les subventions, etc., etc. C'est pour ça il y a chez nous une atmosphère où il est très important que ces communautés culturelles restent sur place. Et pour ça, il faut un ennemi. Et cet ennemi, c'est l'AfD en Allemagne et c'est le FPÖ en Autriche. Parce que si le FPÖ arriverait jamais à faire ami avec les Juifs en Autriche, ça serait plus difficile de dire ah c'est la extrême droite, ils sont les nazis, etc., etc. Alors c'est très compliqué. Je comprends ce que c'est très compliqué. Mais attends, est-ce que officiellement le FPÖ a pris des positions sur la question de la Shoah, par exemple, ou la question du nazisme? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui? Non, bien sûr, c'est tout à fait la même chose avec l'AfD parce que ce qu'on oublie toujours, c'est que chez nous, dans les pays germanophones, en Autriche, en Allemagne, il y a des lois très, 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 très strictes en ce qui concerne, chez nous, on parle de c'est un mot allemand, Wiederbetätigung. Hein. C'est en effet, il y a un droit pénal sur ça. Alors si jamais, moi je dirais par exemple, j'adore Hitler ou quelque chose comme ça. Maintenant je le dis. Ça serait pénalisé, c'est-à-dire chez nous, c'est très 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 strict. Et si tu as par exemple un parti, c'est toujours contrôlé. Il y a il y a les administrations, etc., qui contrôlent ça. Et bien sûr, il y a aussi la sécurité de l'intérieur. Il y a toutes ces inspections, etc. Alors, bien sûr, il y avait tous ces distancements en ce qui concerne le FPÖ, mais pour un certain groupe, ça s'intéresse pas. Hein. Alors, attends, je voudrais quand même te poser des questions parce que moi, je suis perturbé parce que je vois que le Likoud, oui, par exemple… Oui, je sais ça et c'était pour ça, c'était pour ça que je pensais, si tu m'as avisé de parler de cette chose, j'ai dit, ah mon Dieu, c'est difficile à expliquer. Je vais poser ma question. Parce que le Likoud dont on parle n'a pas de problème pour discuter, par exemple, avec Zelensky ou soutenir Zelensky, qui est très proche des bandéristes. On sait que, par exemple,
l'armée ukrainienne, les régiments d'élite de l'armée ukrainienne sont d'anciennes milices pro-nazis ou néo-nazis qui ont été formées notamment par les services anglais, qui ont été intégrés à l'armée ukrainienne. Et donc, il y a un deux poids, deux mesures dans le Likoud, parce que certains, même s'ils sont ouvertement nostalgiques du nazisme, sont fréquentables, c'est le cas en Ukraine, mais d'autres qui n'ont pas de nostalgie, en tout cas pas de nostalgie affichée pour le nazisme et qui on ne peut pas faire de reproches, sont infréquentables au nom de l'antinazisme. Alors, tout le monde comprend que le Likoud soit anti-nazi, encore que le Likoud est l'héritier d'un mouvement qui s'appelle l'Irgun, qui était beaucoup plus ambigu, mais tout le monde comprend que le Likoud soit anti-nazi. Le problème, c'est que cet antinazisme ne fonctionne que vis-à-vis de certaines forces politiques et pas d'autres. Quelles sont les positions du FPE sur la question de l'appartenance à l'OTAN et sur la question de la création d'un État palestinien ou de la reconnaissance d'un État palestinien? Alors, il faut dire que les FPE a toujours condamné les événements au Gaza, mais il faut aussi dire que les Ça doit FPE... expliquer quelque chose. Pardon? Ça doit expliquer quelque chose. Oui, mais ils ont en même temps, bien sûr, assuré qu'il y avait toujours ces liens avec l'Israël. Mais encore, il faut comprendre... qu'on comprenne bien, parce que ça a été un peu imprécis. Quand tu dis que le FPE a condamné les événements à Gaza, il a condamné quoi exactement? Les bombardements de civils à Gaza? Oui, bien sûr, le bombardement, les crimes contre l'humanité, etc. Mais en même temps, le FPE, c'est comme avec l'AfD, ils vont jamais se distancer d'Israël. Pourquoi? Parce que si tu fais quelque chose comme ça en Autriche, en Allemagne, ça immédiatement causera des problèmes. Et il faut comprendre ça parce que chez nous, comme j'ai dit, il y a des lois qui sont bien strictes. C'est pour ça, par exemple, il faut aussi distinguer, il y a, d'une partie, il y a ces narratifs d'extrême droite et du national-socialisme qui est bien important pour quelques groupes politiques pour avoir un ennemi. Hein? C'est ce qu'on observe aussi en ce moment en Allemagne. Je te donne un exemple. Il y avait dimanche soir, il y avait à la télévision des débats, etc., avec les candidats des partis en Allemagne. Et il y avait bien sûr le candidat de l'AfD et on sait le résultat de l'AfD. On sait que l'AfD a rassemblé 20% des voix en Allemagne. Et le soir, c'était le première phrase des journalistes. Mais vous êtes national-socialiste, mais vous, on se distance et ne dit pas ça, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut, et j'insiste, parce que sinon c'est très difficile à comprendre pourquoi en même temps un parti comme le FPE condamne le crime contre l'humanité à Gaza et d'autre part souligne l'amitié d'Autriche et du parti avec l'Israël. Et M. Wilinski, qui est représentant de ce parti au Parlement européen, a toujours souligné qu'il y a bien sûr des très bonnes relations avec des représentants d'Israël politiquement. Tout ça montre quand même, Ulrich, que j'entends bien ce que tu dis, mais il y a, enfin, moi je reste sur ma position, qu'il y a un deux poids deux mesures selon non pas la question du nazisme, qui de mon point de vue est un prétexte ou une arme facile, mais selon la question de la reconnaissance, de l'application du droit international, qui aujourd'hui prévoit la reconnaissance d'un État palestinien. Tout parti qui se déclare favorable à cette position ou qui critique Israël est automatiquement taxé soit d'antisémitisme, soit de nostalgie du nazisme, et que le FPE aujourd'hui paye ses positions sur la question de Gaza. En réalité, c'est ça qui se passe.
Oui. Il faut dire ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, tu vois, parce qu'on a commencé avec cet exemple de Likoud. Tu vois, c'est bien compliqué. Pourquoi? Parce que le Likoud est ultra nationaliste. Hein? Et le Likoud dit il a des problèmes de parler, de coopérer avec le FPE parce que le FPE c'est pas encore trop distancé du national-socialisme. C'est paradoxe, c'est paradoxe. Hein? Et c'est pour ça que je dis toujours, c'est bien impressionnant. On est 80 ans après. Et on n'a pas résolu ça, toute cette question. C'est tout à fait intéressant. Mais il faut constater, et je reste avec ça, il faut constater, si on parle par exemple de l'Allemagne et de l'Autriche, il y a des forces, par exemple, ce sont des partis sociodémocrates, ce sont des partis conservateurs, etc. Mais ce sont aussi, par exemple, les communautés des Juifs qui essaye bien d'éviter qu'on ait une bonne relation avec ces partis. Et selon moi, la cause pour cela, ce qu'on a besoin de narratif pour avoir un ennemi, pour avoir des avantages soi-même. On ne le dira pas comme ça. Bon, écoute, Ulrich, on se retrouve de toute façon plusieurs fois par semaine dans les colonnes du courrier. On va probablement inventer une nouvelle forme d'émission qui sera un débat par Zoom sur la situation internationale. Et on t'invitera parce que tes analyses sont précieuses. Et on se retrouve jeudi prochain pour le journal vidéo des Habsbourg. Merci beaucoup et désolé de t'avoir fait lever si tôt, mais je rattrape mes 2 jours de break de la semaine. D'accord. À bientôt, Ulrich. À bientôt, merci.